Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial bilan de l'équipe de France en Coupe du Monde de rugby 2015. Je souhaitais faire cette petite analyse parce que, bon, comme tout le monde le constatait, l'équipe de France a fait un parcours très médiocre et n'a pas convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, les supporters des Bleus. C'est pour cela qu'on va faire cela en 4 parties parce que je pense qu'il est important d'analyser sur différents angles. Et le premier angle que j'ai choisi pour cet premier épisode, c'est l'histoire et le parcours de cette équipe de France à plusieurs niveaux et à plusieurs visages. Vous verrez ensuite que nous allons analyser les joueurs et le collectif après ce premier épisode. Puis nous verrons un petit comparatif des priorités par rapport à la fédération, à la ligue et à l'équipe de France. Et puis on parlera un peu de jeu tout de même et du French Flair et vous montrer un petit peu que ça a pas mal évolué depuis les années 90. Alors quand on regarde maintenant les vainqueurs de la Coupe du Monde, on constate que bien entendu le Sud domine, à l'exception de 2003 pour lequel l'Angleterre a remporté la Coupe du Monde grâce à un Wilkinson de génie. La Nouvelle-Zélande a bien sûr gagné le plus de Coupes du Monde en 87, en 2011 et en 2015. L'Australie a été vainqueur 2 fois en 91 et en 99. Et l'Afrique du Sud a remporté également 2 fois en 95 et en 2007. Quand on regarde la finale qui s'est déroulée il y a maintenant quelques semaines, la Nouvelle-Zélande a démontré sa maturité et surtout son expérience du jeu et la domination du jeu qu'est le rugby, pour lequel c'est le sport national et principal. Alors quand on regarde le parcours de la France, on constate que c'est des hauts des bas. En 91, la France s'est arrêtée au même stade qu'en 2015, c'est-à-dire quart de finaliste. Mais en général, la France se débrouille pas mal pour atteindre en général la demi-finale, voire être plusieurs fois finaliste en 87, 99 et 2011, perdant de très peu face à des équipes supérieures que sont les équipes de l'hémisphère sud. Mais en tout cas, on se souviendra toujours que les éditions précédentes ont été toujours source d'émotion et surtout de beaucoup de péripéties qui permettent de dire que à chaque fois, l'équipe de France a fièrement représenté les couleurs du pays. Alors maintenant, si on regarde maintenant les gros contre les gros en Coupe du Monde, on constate que là, le bas blesse. Contre les nations du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, et on rajoute même l'Argentine, le bilan est globalement négatif. Bon, juste une victoire et une défaite contre l'Australie, mais pour le reste, c'est que des défaites en majorité, même l'Argentine, on a un bilan négatif de 2 défaites contre une seule victoire pour la France. Ensuite, quand on regarde l'hémisphère nord, là c'est un tout petit peu plus équilibré pour une victoire contre le Pays de Galles, 3 victoires et une défaite cette année contre l'Irlande. Un bilan négatif contre l'Angleterre, mais c'est à peu près équilibré également. Et puis 2 victoires et un nul contre l'Écosse. Globalement, ça montre bien que l'équipe de France n'est pas prête pour affronter les nations du Sud et qu'il va falloir vraiment réfléchir à faire évoluer le jeu pour pouvoir battre ces équipes du Sud. Ensuite, quand on regarde un angle particulier que sont les nombres d'essais, là on constate vraiment une dégradation globale de l'équipe de France par rapport aux essais marqués. Quand on regarde le nombre d'essais par match, on constate que le nombre d'essais est plutôt stagnant autour de 3, 4 dans les années 91 et 2000 jusqu'à 2007 et ça chute complètement en 2011 et en 2015 pour atteindre 2,29 et 2,6 qui est vraiment très faible. Bon, je pense qu'on ne retrouvera jamais les hauteurs de 1987 avec 5,66 essais par match, représentant à peu près 34 essais dans l'édition de 87. Par contre, on constate très bien que en 2015, c'était vraiment très peu d'essais. D'ailleurs, si on compare les deux éditions pour lesquelles la France a fini quart de finaliste, on constate que les statistiques ne montrent pas exactement la même chose. En 91, effectivement, il n'y avait que 4 matchs, puisque les poules étaient constituées que de 4 équipes. La France ne dominait pas totalement son sujet en termes de score, mais par contre, en termes de statistiques globales d'essais de points marqués, c'était quand même très intéressant, notamment en termes d'essais, avec 15 essais, et surtout 6 essais de Lafont, qui est le co-meilleur marqueur de la Coupe du Monde, en n'ayant fait que 4 matchs.
Canberra Béraud a marqué 33 points, ce qui est l'exact total de Michalak lors de l'édition 2015. Mais on constate que les marqueurs d'essai de l'équipe de France ont été répartis entre beaucoup de joueurs, Slimani, Guitoun et Fofana, et surtout le nombre d'essais avec un nombre de matchs beaucoup plus important est moindre, puisqu'il est de 13 essais. Il y a eu bien sûr plus de points marqués parce qu'il y a eu une domination complète de l'équipe de France face aux petites équipes, mais il n'est pas anodin de constater que ce nombre d'essais est vraiment très faible par rapport à 91. Ce qui fait que 2015 restera de toute façon une année compliquée et surtout une année assez noire en termes de jeu et en termes d'offensive de l'équipe de France. Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde maintenant l'évolution du bilan de l'équipe de France de 2012 à 2015, on constate de piètres résultats. Après une année 2012 où c'est plutôt pas mal en termes de test match, avec 4 victoires et une seule défaite contre l'Argentine, 2013-2014 notamment ont été une période très difficile, je pense que tout le monde s'en souvient, et de ces périodes difficiles de disette en termes de victoire. En 2013, le match contre les Cardinals Blues peut être complètement anecdotique, jamais été diffusé, jamais relayé quasiment au niveau des médias. Et la seule victoire de 2013, donc, c'est contre les Tonga, qui est tout de même une nation vraiment mineure par rapport à la Nouvelle-Zélande et à l'Afrique du Sud, pour lesquels on a perdu à chaque fois. Et en 2014, je pense que tout le monde se souvient de la victoire très difficile contre l'Australie à domicile, 29-26, lors des test matchs d'automne. Mais pour le reste, c'est que des défaites. L'Australie, l'Argentine, c'était que des défaites. Et l'autre seule victoire est contre les Fidji, une nouvelle nation mineure de l'Océanie. Ensuite, 2015 ne se résume bien sûr qu'au match de préparation, avec, on s'en souvient, une première défaite contre l'Angleterre qui a mis à mal la préparation de l'équipe de France et le résultat de la préparation de l'équipe de France. Ensuite, une victoire contre l'Angleterre 25-20 à domicile fait monter un petit peu la confiance de l'équipe de France en se disant que pourquoi pas sur 2 matchs et sur un seul match, ça pouvait être possible. Et puis, contre l'Écosse, une victoire très étriquée avec l'Écosse qui revient très rapidement au score à la fin du match, qui fait stresser énormément beaucoup de supporters et les joueurs et les entraîneurs. Mais finalement, la France remporte cette victoire. Mais pour pas grand chose vu l'histoire en Coupe du Monde. Ensuite, dans le tournoi des 6 nations, quand on regarde le parcours de l'équipe de France, non pas sur la période de Philippe Saint-André, mais sur une période beaucoup plus longue de 2000, à partir de la première édition du tournoi des 6 nations et non plus des 5 nations, jusqu'à 2015, on constate que l'équipe de France a toujours été 3e, minimum 3e, sauf pour l'édition 2001, a toujours été 3e dans le tournoi des 6 nations. Elle a remporté 3 grands chelems en 2002, en 2004 et en 2010, mais vous constatez que son classement est vraiment très élevé et que la période des années 2000 à 2010 a été une période pendant laquelle l'équipe de France pouvait être considérée comme étant une place forte européenne du rugby. Ensuite, dès la première édition de Philippe Saint-André, malheureusement, le classement a complètement chuté, passant à la 4e place en moyenne, voire une piètre dernière place en 2013. On constate donc que ce n'est pas une surprise que l'équipe de France ait des résultats mauvais en Coupe du Monde, ou en tout cas décevants en Coupe du Monde, puisque la trajectoire que l'on voit dans le tournoi des destinations traduit cette baisse de niveau global de l'équipe de France. Une dernière statistique pour cette partie, c'est de constater que quand on regarde ensuite les parcours des clubs, puisque certains accusent le fait qu'on privilégie les clubs par rapport à l'équipe de France, en fait ce phénomène n'est pas vraiment totalement vrai. Dans les années 2000 jusqu'aux années 2008-2009, les trajectoires entre l'équipe de France et les clubs étaient à peu près identiques. Avec notamment la domination de Toulouse, qui a toujours été le meilleur club, puisque en bas, vous voyez un graphique qui représente le meilleur parcours du meilleur club français en Coupe d'Europe et en H-Cup ou en Champions Cup. C'est Toulouse qui dominait cette période entre les années 2000 et 2010, avec notamment 3 victoires en 2002, 2004 et 2009. Et on remarque que l'équipe de France était à peu près à un niveau à peu près équivalent au parcours des clubs. Par contre, effectivement, il y a une dissension et une opposition à partir du moment où on atteint les années 2010, et dans lequel Toulon a remporté 3 fois les 3 dernières éditions de la Champions Cup ou de la H-Cup, pendant que l'équipe de France s'effondre au niveau du tournoi destination, et qui fait accentuer donc cet effet entre est-ce qu'on privilégie les clubs plutôt
que l'équipe nationale. Alors, c'est peut-être lié, ça on y reviendra lors de la partie sur les joueurs, mais c'est probablement lié au profil des joueurs et de la nationalité des joueurs qui occupent les postes les plus importants dans les clubs, puisque dans les années 2000, les joueurs les plus importants français jouaient dans les postes les plus importants dans leur club. Ce qui fait que quand ils rentraient en équipe de France, ces postes qui étaient primordiaux lors des tournois étaient donc des postes qui étaient vraiment matures et des postes qui étaient maîtrisés par les joueurs de l'équipe de France. Ça n'a pas permis de remporter la Coupe du Monde à chaque fois, mais en tout cas ça a permis de se dire que la France avait du jeu, avait du liant, puisqu'au poste clé, les joueurs étaient présents. À partir du moment où les joueurs étrangers ont commencé à arriver, on constate que la plupart des postes clés ont été occupés par ces joueurs étrangers et que ça n'a pas permis à certains joueurs plus jeunes de pouvoir les occuper. Ou alors tout simplement la génération des jeunes qui arrivaient n'était pas suffisamment forte pour occuper ces postes clés. Je pense notamment au poste de demi-ouverture et de demi-mêlée, au poste de talonneur, au poste de numéro 8, mais également au poste d'arrière et des deux centres. Mais on y reviendra lors de la vidéo sur l'analyse des profils de joueurs et les statistiques joueurs. Si on peut conclure sur cette première partie, c'est de se dire que ce n'est pas vraiment une surprise. Quand on regarde les statistiques, ce n'est pas une surprise que cette équipe de France ait donné ce goût amer à la fin de la compétition. Peu d'essais, peu de jeux qui permettent d'avoir des essais offensifs pour les Français, un parcours vraiment désastreux en 6 nations, en tournoi des 6 nations, et surtout globalement une descente progressive du niveau de l'équipe de France, que c'est en termes de résultats ou en termes de jeu, qu'il faudra rapidement résoudre et que nous pourrons proposer au travers de cette vidéo différentes solutions pour la fédération et la ligue, parce qu'il faut aujourd'hui redresser l'équipe de France. Je vous donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo dans laquelle on analysera cette fois l'ensemble des joueurs et du collectif et de la manière dont a joué l'équipe de France. Je vous donne rendez-vous donc dans cette deuxième partie dans quelques jours. A très bientôt. Au revoir.